Venez, c'est par ici que ça se passe. Asseyez-vous trop des places. Bonsoir. On vous a mis la petite comptine d'Enfantine, un éléphant qui se balançait sur une toile d'araignée. Pourquoi un éléphant? Parce que vous êtes quand même un éléphant du PS. Et la toile d'araignée, est-ce que ça serait le PS? Les toiles d'araignée sont tellement puissantes aujourd'hui. Ça commence fort. Alors, vous avez été troufion avec François Hollande. Énarque. Élève officier. Oh élève pardon, officier. ouais. Élève officier. Ne perdez pas la hiérarchie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, énarque avec Dominique de Villepin, Jean-Pierre Jouyet et bien d'autres. Vous avez été ministre de Lionel Jospin, puis de François Hollande, encore lui, avec qui vous travaillez tous les jours depuis mai 2017. Autant le dire, nous avons devant nous un magnifique spécimen d'éléphant du PS, je le disais. Et nous allons essayer de savoir avec vous si dans la nouvelle jungle politique, les éléphants ont de l'avenir. Mais c'est auparavant l'heure de la rubrique préférée d'Éric Zemmour, qui est le QCM. Je vous plains. Il a vraiment. Alors, 3 questions, écrites fiévreusement dans la nuit par Eric. Je savais pas que tu faisais ça. DSK, qui veut que le PS disparaisse. De quoi se mêle-t-il? Ou alors, il est resté lucide? Ou alors, le PS a déjà disparu? Ou alors, le PS n'est pas mort? Et d'ailleurs, il est déjà revenu en 2012, après l'affaire DSK. 4e. Ah, Vous êtes sincère, là? Oui, même si c'est plus grave. Ah, d'accord. Alors, ça va. C'est mieux. Mais 4e, c'est-à-dire que je pense que le Parti Socialiste est en grande difficulté. Il l'a déjà été. 93. Oui, 93. 93. Mais il y avait Mitterrand à l'Élysée, Il y jamais avait comme ça. Mitterrand à l'Élysée, et Mitterrand nous avait dit dans un très très beau discours, j'étais déjà ministre à l'époque de Mitterrand, de là où je serai, je vous regarderai, et vous reviendrez plus vite que vous ne pensez. Et c'est 4 ans après, C'est vrai. nous étions revenus. Enfin, Alors c'est que Chiracier pour beaucoup, soyez honnêtes. oui, non, mais peut-être les uns et les autres sont beaucoup. Mais moi, je me souviens qu'en 93, mes propres amis changeaient de trottoir pour ne pas parler. Et Non. ceux qui ne m'aimaient pas, Sérieux venez Oui. se voir. Ah non, c'était d'une violence. Oui, et d'une je me violence. souviens très très bien. Et je ne ressens pas la même chose aujourd'hui. Une page est tournée pour les gens. Ils ont fait un autre choix, mais ils n'ont pas fait ça avec une agressivité qui voudrait dire je veux vous voir définitivement disparaître. Après, Et parce je le que vous ne croyez répète. pas que c'est parce que la question est réglée, justement. Oui, c'est ça. Vous êtes disparu. C'est pas très bon signe ce que vous dites. C'est de Non, la mais je dis résignation. ça, c'est même pas avec ironie ce que je vous dis. hein. Non, c'est franchement, vous auriez droit. Oui, voilà, mais en l'occurrence, vous avez le même talent pas. de l'ironie. Non, mais je vais vous prendre juste un petit exemple, parce que le débat a eu lieu très récemment sur la question fiscale. Moi, je me suis aperçu que dès qu'on parle d'un sujet qui est très sensible à gauche, qui est celui des inégalités, de l'utilisation de la fiscalité pour lutter contre ces inégalités, qui est quand même le cœur de toute la gauche, les gens vous écoutent. Donc, il y a aujourd'hui une capacité à nous écouter. Nos électeurs, allez, dont 3/4 sont partis chez Macron, C'est ça. 1/4 sont partis Mélenchon. chez Mélenchon. Bon, il en est quand même resté un tout petit peu pour Hamon. Vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu. Ils n'ont pas 6%, c'est disparu. ça. Ils n'ont pas disparu. Je vais le dire autrement. Ah non, mais les Le électeurs, ils socialisme ne s'est pas dissous dans le macronisme. Ou il ne s'est pas dissous, pour certains, dans le mélenchonisme. C'est très étonnant ce que vous dites. Ah oui, parce que moi je pense exactement le contraire. Ah oui, exactement. Je comprends que vous Ah bon, t'es d'accord avec moi? Ah oui, Ah bon, je comprends que vous soyez étonné, je ne le fais pas pour vous étonner, mais c'est pour vous dire que si c'est plus grave qu'auparavant, il reste à des conditions difficiles à remplir. Il reste aujourd'hui une capacité de reconquête, de reconstruction, de construction, et cet espace politique qui est fondamental dans la vie politique française, qu'on l'appellera comme on voudra, le socialisme, la social-démocratie, le socialisme de la réalité, le parti du mouvement, enfin on prendra en fonction de l'histoire C'est tout le ce qu'on veut. macronisme tout ça. Ah oui, tout ça, c'est le macronisme. Quand je regarde... Eh oui. Non, mais mais il est d'accord avec moi et c'est inquiétant. hein. c'est inquiétant. Là, vous êtes tellement dans une autre dimension que les gens de bon sens vont tomber d'accord les uns avec les Parce autres. que quand je regarde la politique menée aujourd'hui du point de vue budgétaire et fiscal, et que j'entends certains à droite me dire, mais enfin dire aux Français, mais de droite, C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a. pourquoi vous le combattez alors qu'il fait, lui, enfin, la politique que nous voulions? Voilà. Ben, je me dis peut que pas ça vous ne dire s'est pas mieux. dissous dans le macronisme. Ah bah alors on va le en parler. socialisme. On Il va ne en s'est pas parler. dissous dans le Non, parce que macronisme. c'est une question Il est fondamentale encore qu'il a là, mais il posée. est encore là. Je voudrais discuter de ça avec Non, vous. mais je comprends que vous vous Ok. accrochiez quand même Comment, au totem du PS. Mais Ah enfin, non, mais c'est On finit important. le je QCM finis ça. et Non, vous, attends. et vous, et vous Oui, on repartez reparle de là-dessus. ça. Mais on ne peut pas D'accord. imaginer qu'on refasse le coup de 93, que dans 4 ans, le PS soit
en situation de revenir aux affaires. Là, Déjà, Macron ne dissoudra pas l'Assemblée. voilà, c'est pas réaliste. Vous serez d'accord C'est avec pas moi pour dire réaliste. que ce n'est pas ce que je vous ai dit. Oui, Oui, mais non, vous non, dites, c'est pas ce qu'il a dit. vous dites, on a par déjà là, vu des rétablissements. Là, j'ai l'impression que c'est plus grave. Je peux revenir Vraiment. même plus loin. Je pourrais revenir au gaullisme, qui avait, d'un certain point de vue, fait disparaître une bonne partie C'est du vrai. socialisme. Je Mais pourrais d'ailleurs- revenir à d'autres moments de Mais l'histoire. M. Sapin, c'est une très bonne référence. Parce qu'il est mort, la SFIO est morte. Et Elle Mitterrand est a morte. fait le PS Mais on d'Épinay est avec le nom de la gauche. Mais la Ça n'avait rien à voir avec est les peut-être SFIO. morte, même si le PSA, devenu PSU, existait, mais le socialisme en tant que tel, en tant que valeur, Oui, il existe en toujours, tant- c'est en tant Macron. qu'espace politique, non. Et Mélenchon pour le pseudo-communisme. Aujourd'hui, me semble-t-il, pour un certain nombre de sujets, on y reviendra, Ah, on a- dans le domaine allez. économique et D'accord. fiscal, On non, On il en n'a vient pas- pas venir, le je- socialisme n'a pas disparu. Ça, je voudrais vraiment discuter Vous avec vous. trouvez qu'il ferait mieux de la boucler, DSK Pardon, je Le fais un pauvre peu- DSK. Mais ce qui est terrible chez Dominique, c'est qu'il est profondément intelligent et il est resté aussi intelligent. Et donc, il a des choses à dire qui sont des choses Mais intelligentes. évidemment. Mais en même temps, il a tellement disparu de son propre chef, une partie de sa responsabilité, du terrain politique, que c'est toujours embêtant de voir Et puis quelqu'un le qui est- médium et le message, quoi. C'est ça le Oui, problème. voilà. à chaque Bon, fois. Donc il devrait la c'est tout. fermer. Si on peut parler Mais non, directement. parce que moi, Non, mais si on peut être un peu plus direct. je ne dis à personne, ferme-la. De même que je n'accepterai pas qu'on me dise, Ouais. ferme-la. Et parfois, j'entends des gens Ah bon, dire... c'est pas le genre de ferme-la. cette émission. Pas vous. Pas Ah, vous, monsieur il est à Macron, l'extérieur. notamment, non Ça peut lui arriver, oui. Voilà. Alors, deuxième question. François Hollande, le retour en 2022. Une option envisageable, une option inenvisageable. Un espoir pour la gauche ou une aubaine pour Emmanuel Macron. Inenvisageable. Même si en politique, il ne faut jamais dire jamais. Et quand je dis inenvisageable, Nicolas je dis Sarkozy jamais. avait dit ça aussi. Hein. Oui, oui, mais on est victime du syndrome Sarkozy. D'ailleurs, pas seulement dans ce domaine-là. C'est très juste. Puisque Nicolas Macron, lui Sarkozy aussi, est victime du syndrome peut-être. Sarkozy. Mais puisque Ah, c'est quoi, Nicolas vous Sarkozy avait dit jamais je ne reviendrai, puisqu'il est revenu. redevenu chef de son parti, puisqu'il a voulu être le candidat de la droite, donc forcément François Hollande va vouloir revenir, bien qu'il dise le contraire, va vouloir être chef du PS. On dit même que c'est lui qui aujourd'hui organiserait, il n'en est absolument rien, et va vouloir être le nouveau candidat. Il faut dire Ça que n'est pas Giscard sa aussi a volonté. voulu revenir. Ça fait beaucoup. Oui, mais lui, il est passé par Il a repris l'Auvergne. l'UDF. Oui, mais il a repris l'UDF. Je m'en souviens très bien. C'est vrai, mais il est passé par l'Auvergne, il est passé par... Non, mais est-ce que vous souhaitez ce retour? C'est ça aussi la question. Non, la réponse est non. Je ne Non pense plus. pas que ce n'est pas son rôle politique. Je pense que Alors, François quel est son Hollande... rôle politique là Oui, je pense que François Hollande a encore un rôle politique, mais pas un rôle en termes de reconquête d'un pouvoir, de quelque nature qu'il soit, que ce soit un pouvoir partisan ou que ce soit un pouvoir au sein de la République. Ça n'est pas, me semble-t-il... Qu'est-ce qui ça n'est reste pas à Il vous a François- embauché pour sa fondation d'ailleurs. Embauché, j'aime pas trop le terme parce que Mais il a droit à 7 collaborateurs et la fondation, ça n'est pas exact. Donc Ah, d'accord. parce que Non, dans son un cabinet, mot, pardon. pour que les choses Oui, soient oui. claires. Il y a une fondation, elle fonctionne de manière totalement apolitique, avec un conseil d'administration totalement neutre et qui fait des choix neutres pour soutenir tel ou tel projet. Et puis il a par ailleurs, parce qu'il l'a voulu, organiser, clarifier les moyens dont dispose un ancien président de la République. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Certains avaient un peu abusé, si je puis dire, de cette situation C'est bien 7 incertaine. collaborateurs. Syndrome de Sarkozy. Donc il y a 7 collaborateurs, dont 4 dits dans le jargon administratif de catégorie A. Je fais partie de Et ces vous n'avez pas 4. répondu à ma question. Si c'est pas le On va y pouvoir répondre. partisan, si c'est pas le pouvoir politique, qu'est-ce qui reste? Quand on s'est battu toute sa vie, je crois avec beaucoup de sincérité, personne ne peut faire, on peut critiquer tel ou tel aspect de sa politique, en trouvant trop à gauche ou pas assez à gauche, ça peut arriver. Quand on Souvent, a combattu, moi, votre petite entrée en matière montrait que je le connais depuis longtemps. Mais nous avions des débats politiques à gauche très forts. On croit toujours que parce que nous nous connaissons depuis 40 ans, on a toujours été d'accord. C'était un mitterrandiste forcené et j'étais un rocardien primaire. Donc je peux vous dire qu'au service militaire, les débats étaient assez puissants entre nous. Bien, mais il est à gauche, profondément, toujours à gauche. Il est resté à gauche. Après, on peut critiquer telle ou telle position, mais il est resté à gauche. C'est un homme qui croit en la gauche. Je dis gauche. Et alors, influence Et intellectuelle, gauche. alors Oui. Enfin, politico-intellectuel, idéologique. Il ne s'interdit pas de parler. D'écrire. Ah non, ça ne parler, s'interdit pas de parler, on l'a vu. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu... Non, mais interdit. moi, je comprends l'influence. Je comprends très bien qu'il veuille garder une influence politique, idéologique, intellectuelle. Je comprends très bien. En revanche, est-ce que vous ne trouvez pas dérisoire son comportement vis-à-vis de Macron? Je pense que ce qui est dérisoire, pardon de le dire ainsi, c'est le jugement que l'on porte sur sa bon, vous parole. trouvez Pourquoi je vais vous le dire Ouais. Pourquoi je vais vous le dire Parce que trop souvent, c'est souvent comme ça. Au lieu de s'intéresser à ce qu'il dit, en étant d'accord ou pas d'accord,
on se dit, mais pourquoi parle-t-il? Non pas de quoi parle-t-il, Oui, mais pourquoi parle-t-il? S'il s'exprime, c'est donc que il veut faire ceci ou il veut faire... Et s'il s'exprimait uniquement parce qu'il a quelque chose à ce moment-là à dire. Après, ça peut être... Vous êtes depuis trop longtemps en politique pour sortir ce genre de naïveté. Non, ça fait rien. Vous n'êtes pas suffisamment depuis longtemps en politique pour comprendre qu'on peut parfois être sincère. Oui, mais pas que. Il y a toujours des arrière-pensées. Il s'exprime depuis l'étranger, c'est même pas anodin. Ce qu'il dit à un moment... C'est un argument depuis l'étranger, pardon de le dire. Non, moi c'est un argument qui a été utilisé par les uns et par les autres. Oui, moi j'y tiens beaucoup. Oui, et ensuite, moi je le crois totalement. Et ensuite, il se trouve qu'il s'est exprimé après avoir reçu lui-même quelques piques de la part de Macron. Donc le côté donc vous reconstruisez le truc et vous dites, puisqu'il a été piqué par Macron, donc il veut piquer Macron. Ça n'exclut pas la sincérité, mais je pense qu'il y a autre chose. Donc voilà. Je retiens, ça n'exclut pas la sincérité. Retenons la sincérité et la pensée plus tard. Vous êtes bien un rocardien. Je ne suis resté. Vous savez, beaucoup bougé. En vous entendant. Après, tu vas nous dire c'est fini. Non, je ne vais pas vous dire c'est fini. Les 6 mois d'Emmanuel Macron, rapidement, bilan satisfaisant, peut mieux faire, en net progrès ou devrait davantage travailler en groupe? Ça, c'est certain. Sur devrait davantage travailler en groupe, c'est certain. Et je pense que c'est une des faiblesses, mais c'est parfois la faiblesse de la Ve République que l'isolement. C'est ce que j'allais dire. Et Hollande n'a pas assez compris, justement, à l'envers. Peut-être, mais lui, on voit bien que c'est pas le même type d'isolement que celui que connaît Macron. Moi, je vous dirais, pardon, ça ne répond pas à une de vos quatre, je trouve que c'est très contrasté. Pour dire les choses, j'ai apprécié plutôt la manière, vous parliez d'ailleurs de Trump, j'ai plutôt apprécié la manière dont il a pris en main, où il a pris l'habit de président de la République en termes internationaux. Le contraire d'Hollande. Je ne dirais pas le contraire d'Hollande, évidemment. Encore que quand François Hollande a été élu en 2012, il a aussi pris en main cela, il a été respecté par les uns et par les autres. Moi, je dirais que ce n'est pas si simple pour beaucoup de responsables mondiaux. C'est un petit jeune de 39 ans qui vient d'arriver, etc. C'est pas si simple. Donc, et sur la question européenne, qui peut faire débat, évidemment, en particulier à gauche et sans fin, j'adhère à... Pas forcément à toutes ces propositions, mais j'adhère à cette conviction sur laquelle la France... vous êtes rocardien. Je suis rocardien. Lui aussi, vous êtes le fils de Rocard, lui c'est le petit-fils de Rocard. C'est pour ça que je vous dis, c'est le PS. Parfois, entre les générations, il y a quelques déperditions, donc il faut faire attention. Mais, donc, contrasté, parce que cet aspect international, je crois, c'est plutôt bien fait. Et, on en disait un mot, du point de vue interne, par exemple, pour être simple, je ne comprends pas, enfin plus actuellement, je ne partage absolument pas cette conception d'une société où le premier de cordée est le plus riche. Alors ça, vraiment, pour moi, c'est totalement aux antipodes de ma pensée politique et des valeurs de la politique. Alors, moi, je vais vous dire, sur votre dernière réflexion, je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai. C'est comme dirait Régis Debray, le type même de la société protestante. C'est pas du tout la société française où on peut être un premier de cordée parce qu'on est un grand écrivain, un grand intellectuel. Victor Hugo n'était pas le plus riche et c'était le symbole de la France de la fin du 19e siècle. Donc là-dessus, je suis d'accord avec vous. En revanche, sur le fond, parce que je lis ce que vous écrivez, c'était très intéressant. Vous faites une critique globale de la politique fiscale du gouvernement. En gros, vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Si vous caricaturez, oui. Voilà, il y a 3 grandes mesures. Il y a la suppression partielle de l'ISF pour les dividendes et pas pour l'immobilier. Il y a la réduction, la fameuse flat tax de 30%. C'est, de mon point de vue et du point de vue du principe, le plus grave. Bon, ok. Et il y a troisièmement la baisse qui va être programmée de l'IS et qui pour descendre jusqu'à 25%. Pour moi, c'est autre chose. Ah bon, c'est autre chose. Moi, je l'avais mis dans une espèce de trilogie. Oui, pourquoi je vais vous dire autre chose, c'est qu'en plus, c'est moi qui l'ai fait voter. Mais c'est la première chose que j'allais vous dire, vous m'imaginez bien. Ça prouve que vous avez une bonne mémoire. Et non seulement, je le dis... Déjà, j'allais vous mettre en contradiction avec vous-même. Pour vous éviter de me mettre en contradiction, mais parce que j'y crois. Je pense que ça a été une bonne mesure. Mais je ne confonds pas la fiscalité des entreprises et des individus avec la fiscalité des propriétaires d'entreprises. D'accord, j'ai compris. Et trop souvent, moi je me souviens de dîner, je dînais avec des chefs d'entreprise qui me disaient, voilà ce qui ne va pas, il y a trop de charges, l'impôt sur les sociétés est trop élevé, en Allemagne il est plus faible, on a des problèmes de compétitivité. Tout ça, je ne veux pas dire que j'accepte tout, mais je comprends parfaitement le débat. Mais très rapidement, les mêmes, après 2 verres de vin, vous disiez, et l'ISF, quand même, ça ne va pas. Et je disais, mais en quoi l'ISF, c'est une question de gouvernance d'entreprise, comme on dit aujourd'hui. Et mais c'est nous.
Je dis, ça, c'est la fiscalité des chefs d'entreprise, c'est pas la fiscalité du point de vue économique, du bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, sur l'IS, nous avions voté, je le répète. Mais c'est pour ça, c'est ce que j'allais vous dire en premier. C'est très bien. Il prolonge jusqu'à 25 parce que les Allemands sont pas loin. Etc. Et on sera dans la moyenne européenne. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas une mauvaise chose. Par contre, les autres, c'est la fiscalité des chefs d'entreprise. Mais alors, c'est là où vous êtes, comment vous dire, je dirais pas hypocrite, mais jésuitique. Vous dites, ce politique est inégalitaire. Mais c'est pas, je ne veux pas faire l'avocat de Macron, hein, mais ça sera un nouveau rôle pour moi. Voilà, c'est bon, en l'occurrence, ça va arriver. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la politique de Macron qui est inégalitaire. C'est le contexte qui est inégalitaire. C'est-à-dire la mondialisation, le libre-échange et la conception de l'Europe du libre marché. C'est vous, Michel Sapin. Vous avez rappelé tout à l'heure que vous étiez ministre sous Mitterrand. Vous étiez rocardien, donc vous étiez delorien. C'était très proche tout ça. C'est Delors qui a fait le grand marché. C'est Delors qui a imposé toutes les libertés, en particulier la liberté des capitaux. Mais il a bien fait, oui. Bon, alors donc s'il a bien fait, il faut s'aligner sur le plus bas, parce que vous ne pouvez pas, je finis mon raisonnement, que vous connaissez, mais peut-être pas tous les téléspectateurs, cet argent, comme il se balade comme il veut, eh ben, si vous l'imposez plus, il va aller ailleurs. C'est ce qui nous arrive depuis 20 ans. Et donc, les entreprises n'ont pas d'investisseurs, ils sont obligés de donner des dividendes énormes, mais ça, vous connaissez tout ça par cœur, vous connaissez tout ce raisonnement, et donc finalement, qui en pâtit, c'est les entreprises. Et je finis une phrase, moi, il y a une chose qui m'importe, c'est que nos entreprises sont devenues des proies. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accru l'imposition fiscale, le fameux égalité ça fait plus d'une phrase, Zemmour, ça. J'ai fini, entre le revenu du capital et le revenu du travail. Et vous êtes tellement rendu compte que c'était une connerie que vous avez fait le CICE pour rendre l'argent que vous aviez pris d'un côté. Oui, alors. Vous va, ça non, mais c'est pas qu'une seule phrase, mais c'est un raisonnement bien construit, qui a sa force et qui a ses partisans depuis longtemps. Absolument. Mais la question est de savoir, est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Est-ce que ça reste d'actualité? Dans cette compétition par la fiscalité, on va dire comme ça, ou par les charges. Tout à fait. Il y a deux solutions. Le dumping fiscal, quoi. La première, le dumping fiscal. Vous dites dumping fiscal. Quand on dit dumping... Mais moi, je m'adapte. Moi, j'aurais pas fait le grand marché. Alors, quand vous dites dumping, c'est que vous trouvez que c'est pas forcément une bonne chose. Dumping, c'est pas un mot positif. Bien sûr, mais... Donc, ou bien, à la fin, vous dites qu'il y a zéro impôt. Il faut zéro impôt sur tout. Il faut zéro impôt sur les entreprises, mais il faut zéro impôt sur les personnes, parce que sinon... Donc, c'est zéro impôt. Je sais bien. Vous savez bien que ça n'est pas possible. Non. Ça n'est pas souhaitable. Mais les autres, il faut pas qu'il y a des biens publics, qu'il y a des questions de sécurité auxquelles il faut pouvoir apporter une réponse. Donc, à partir d'un certain moment, la question de la cohérence entre les fiscalités, surtout sur un ensemble économique comme l'Europe, est une bonne question. Il faut le faire en particulier dans le domaine économique. Moi, je suis pour l'harmonisation des fiscalités. C'est la sauvegarde de l'Europe qui est en jeu sur ce domaine. Mais je vais dire juste un petit mot, je ne serai pas beaucoup plus long que vous, sur le cœur du sujet. Donc, l'harmonisation fiscale. Mais l'harmonisation fiscale, ça n'est ni l'harmonisation sur le plus élevé des impôts, mais pas l'harmonisation sur le plus faible des impôts. L'harmonisation fiscale, c'est que l'Irlande va voir monter, ou doit voir monter. Mais c'est l'harmonisation. Juste, est-ce que je peux terminer sur un terme? Moi, j'ai participé à beaucoup de réunions du Fonds monétaire international, il y a 20 ans, comme ces dernières années. Il y a 20 ans, le grand discours, c'était la libéralisation, l'ouverture des marchés, ça sera bon pour le tiers-monde, c'est ça qui va apporter le développement, etc. Aujourd'hui, le discours du FMI, c'est le danger, c'est les inégalités. Je sais bien. Le danger dans le monde, ce sont les inégalités. Les populismes de toute nature, quelle que soit leur nature, nationaliste ou autre, est nourri par la montée des inégalités. Accordez-moi qu'on est loin des autres. Eh bien, moi, je considère qu'aujourd'hui, des politiques qui vont accentuer les inégalités ne sont pas des politiques adaptées à la situation du monde ou à la situation de l'Europe. Je le dis avec grande conviction. C'est pas simplement parce qu'il faut de l'argent dans les budgets, mais parce que c'est un élément fondamental. On appelle ça de la cohésion nationale, de la cohésion européenne, sinon les gens n'y comprennent plus rien, évidemment. C'est le dernier pays européen à avoir l'ISF, par exemple. Zemmour, s'il y avait un impôt sur la parlotte, tu serais ruiné. Vraiment. Parce que c'est un... Même à 10%. Mais je suis, comme dirait quelqu'un, un impôt sur le talent. Sur la profusion. Il ne faut pas confondre ça. Mais il y a deux choses qui ne vont pas dans vos raisonnements. Non, parce que quand on vous demande votre avis sur l'action de Macron, à mon sens, il y a au moins deux choses qui ne vont pas. D'abord parce que son action et son bilan, pour l'instant, sont grévés parce que vous avez laissé en héritage
tout le monde vous reproche l'insincérité du budget, et puis il y a la pétaudière de la taxe sur les dividendes qu'il faut remplacer par une autre taxe au prix d'un mécano incroyable. Ça, c'est le premier reproche. Le deuxième reproche, c'est que tout ce que fait Macron aujourd'hui, à peu près, a été théorisé il y a très longtemps par François Hollande dans un livre sous pseudonyme. Alors c'est sous pseudonyme, il n'a pas endossé complètement, mais il annonce ça. C'est ça qu'il souhaite. Oui, c'est ça qu'il souhaite, et c'est ça qui est mis en application, et c'est sans doute ça. C'est inéluctable avec l'Europe. Qu'il n'a pas osé appliqué pendant son quinquennat, parce que évidemment ça ne fait pas assez de gauche. Mais voilà, donc il y a au moins deux contradictions dans votre discours. De mon point de vue, sur ce que vous dites. D'abord, quand vous dites le bilan, on connaît la querelle du bilan, ça nous est arrivé certainement de faire des querelles du bilan. Le bilan principal aujourd'hui, c'est de octobre 2016 à octobre 2017, 2,2% de croissance. C'est le bilan principal. On le dit peu, puis alors moi je dis ça, on va dire il défend son boulot, etc. C'est la réalité. Demandez à un chef d'entreprise aujourd'hui, ou un syndicaliste, est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que ça va plus vite? Est-ce qu'il y a plus de croissance? Est-ce qu'il y a plus de marché depuis l'élection de Macron? Il vous dira non, ça s'est maintenu. C'est déjà bien, ça s'est maintenu. Donc le vrai bilan, on peut pinailler sur... Le budget, c'est du pinaillage. Non, mais, la taxe sur les dividendes, c'est du pinaillage. Je revenais en quelques secondes sur la taxe sur les dividendes. Mais sur le budget, et en particulier la question de l'insincérité, mais ça a été complètement effacé par le fait qu'à 1,8% de croissance au lieu d'1,5%, peut-être qu'il y aura plus qu'1,8, peut-être 1,9, vous avez 3 à 4 milliards de recettes supplémentaires. Donc s'il y avait une forme d'insincérité, si je puis dire, c'est sur les recettes, parce qu'on les avait sous-estimées. Donc tout ça, c'est balayé. Ils ont eu tort. Vous êtes puni là où vous avez péché. Vous n'auriez pas voté la fin du septennat, et bien Hollande en aurait profité. Oui, je ne sais pas. Mais bon, et puis sur la taxe sur les dividendes, c'est un débat juridique et technique, je comprends. Non, vous aviez une question sur le Paradise Paper. Mais au départ, c'est quoi? C'est faire payer les entreprises qui font le plus de bénéfices. Et lorsque nous l'avons fait, c'était fait ceux qui font le plus de bénéfices, quel que soit leur mécanisme fiscal, qu'elles soient purement françaises ou qu'elles aient des filiales à l'étranger. Et c'est ce point-là qui a été et en quelques mots, Hollande en a rêvé, Macron l'a fait, c'est pas votre thèse non plus. Non, je ne crois pas. Regardez tout ce qu'a dit François Hollande. Parfois on lui a reproché, parfois on lui a d'ailleurs fait le reproche de trop s'intéresser à l'impôt. Mais il a toujours eu sur l'impôt comme outil de lutte contre les inégalités un discours extrêmement fort. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez planté, vous avez été obligé de redonner l'argent avec le CICE. C'est marrant que vous oubliez pardon de le répéter, vous confondez fiscalité économique, la fiscalité des entreprises, où je pense qu'il faut s'adapter sans aller être tout le temps à la baisse. Il faut être dans la moyenne. Il faut être compétitif par rapport aux Allemands. Les Allemands, ils ne sont pas dans une course à la baisse d'impôts. Mais il faut être compétitif par rapport aux Allemands. Et la fiscalité sur les personnes. L'outil fiscal sur les personnes, depuis sa création en France, Caillot en particulier avec l'impôt sur le revenu, qui est progressif et pas proportionnel, c'est un outil de redistribution. On prend plus. Là, c'est pas l'hier. C'est pas l'impôt sur le Paradise Paper. Un autre point. Bien sûr, il est progressif. Oui, c'est bien qu'il est. Et un autre point qui rejoint le bilan, on avait commencé le quinquennat par la finance c'est mon ennemi, et quelques mois après, ben voilà, les Paradise Papers, donc rien n'a changé, parce que les Paradise Papers, c'est pas seulement des destinations exotiques, c'est un système de dumping fiscal organisé dans l'Europe même, dans l'Europe communautaire même. Moi j'ai travaillé là-dessus vraiment pendant les 5 années, et tout particulièrement les 3 dernières années, parce que j'étais ministre des Finances, mais parce que c'est pendant ces 3 années que ça a été le plus vite. Je comprends l'impatience. Ouais. Quand les gens lisent le Paradise Paper ou le c'est des sommes colossales. Hein. C'est des sommes colossales. Ils disent mais pourquoi ça va pas plus vite, pourquoi? Mais il faudrait vraiment objectivement regarder le chemin qui a été parcouru depuis 2012, pas 2012 parce que c'était François Hollande, mais 2012 parce que c'est le moment où le G20 a pris conscience que la course à la baisse, ce qu'on a appelé l'érosion des bases fiscales, avec un jargon BEPS, était absolument vital. Enfin, lutter contre c'était vital en termes de cohésion, même en termes de capacité d'action pour les. Et on a énormément. Le Paradise Paper, si je puis dire, c'est un gros progrès par rapport au Panama Papers, qui lui-même était un gros progrès par rapport à d'autres leaks ou autres. Pourquoi? Parce qu'il ne parle plus de la fraude fiscale. On a combattu la fraude fiscale en France. C'est légal?
C'est ce que j'allais vous dire. C'est parce que les impôts sont trop élevés. C'est presque encore pire. Non, c'est parce que parce qu'il y a trop. Les impôts sont trop hauts, monsieur Sapin. On revient à la discussion tout à l'heure. Juste en prendre un exemple, d'ailleurs, dont on voit encore, je peux comprendre à propos d'un grand réalisateur de cinéma, encore quelques scories. Les comptes à l'étranger dissimulés au fisc français. Jean-Jacques Hano. Vous qui l'avez cité. Les comptes à l'étranger. Il est cité partout. Oui, non, mais c'est parce que comme je ne sais pas quelle est la situation, j'essaye d'éviter de citer des gens dont les faits ne sont pas aujourd'hui objectivement établis. On voit bien qu'il y a quelques probabilités. Bon, il y avait des comptes en Suisse, des quantités. Est-ce que vous savez combien la lutte contre cette fraude-là, c'est-à-dire la dissimulation de particuliers, a rapporté en l'espace de 4 ans? Les chiffres viennent d'être donnés par la Cour des comptes, qui parfois peut être taquine, elle a été en particulier sur les questions dites de sincérité, elle a eu tort, mais qui là fait un compliment. C'est tellement rare que vraiment je l'accueille comme ça. Et la lutte, elle a été efficace. 8 milliards, 2 milliards de rentrées fiscales supplémentaires, et surtout, ils sont déclarés. Il y a, combien vous savez quelle est la base? Il y a 32 milliards qui ont été déclarés. Ils restent en Suisse. C'est pas le problème, qu'ils soient en Suisse ou qu'ils soient ailleurs. Ce qui ne doit pas être le cas, c'est qu'ils soient cachés au fisc français. Et donc, la fraude fiscale, on a vraiment lutté avec efficacité. Et ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, agressive, celle qui n'est pas normale. Voilà. Pas parce qu'ils sont trop élevés, mais parce qu'il y a trop de différences entre les uns et les autres. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, mais ça, on va parce que ça veut dire que certains... On ne s'aligne pas sur l'Irlande ou sur l'île de Man. Moi, je ne veux pas qu'on s'aligne sur l'Irlande. Mais par exemple, on est le seul pays à avoir gardé l'ISF. Même la Suède social-démocrate a supprimé l'ISF. Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que quand on bassine avec l'exemple suédois, ça a à voir. Non. Et puis là, maintenant, c'est la distorsion entre la France et l'île de Man ou avec les Pays-Bas, c'est-à-dire des distorsions à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà. Et par rapport à d'autres pays ou entités à l'extérieur de l'Union européenne. Sur ces points-là... C'est la conclusion, monsieur Sapin, si vous voulez bien. J'avais le plus vite aussi. Sur ces points-là, le chemin parcouru est réel, mais il n'est pas perceptible. C'est ça qui était horripilant pour l'opinion, pour les commentateurs, parfois même pour ceux qui ont été à la manœuvre pour que ça avance. Nous avions décidé l'année dernière, en juillet 2016, que pour juillet 2017, il devait y avoir la liste des paradis fiscaux au niveau G20 comme au niveau européen, et il devait y avoir les sanctions que tous s'engageaient à appliquer. Si vous avez une liste et des sanctions, je vous assure que les paradis fiscaux, ils ne durent pas très très longtemps. Eh bien, c'est ça qui me manque aujourd'hui. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut le faire avec détermination. Et moi, je veux bien qu'on dise rien n'a changé, etc. Mais comme disait l'autre, si vous désespérez, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est Billancourt, mais si vous désespérez le contribuable en disant jamais rien ne change, je ne suis pas sûr qu'on avancera beaucoup. Il est désespéré le contribuable quand même. Mais non, il faut rester exigeant. C'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien qu'il y ait le consentement à l'impôt quand même qui est en jeu là. Mais bien entendu, vous avez parfaitement raison. Donc, mais la moitié des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. C'est une bonne chose qu'il y ait le Paradise Paper. Moi, j'ai aucun problème par rapport. Ça paraît poil à gratter, mais j'ai aucun problème par ça. Il faudrait maintenir cette pression. Mais du chemin a été parcouru. Et en particulier au cours de ces 5 dernières années, pas seulement sur ce sujet-là, beaucoup de chemin a été parcouru. Très bien, merci Monsieur Sapin. C'est l'heure pour nous d'accueillir celle qui, comme vous, envoie du bois. Voici Sandrine Saroche. Oh, c'était pourquoi bonsoir Sandrine, quelle joie de vous retrouver, quel bon vent vous amène alors. Eh bien, alors vous savez Anaïs, la semaine dernière on a fêté Halloween et on a vu des choses étonnantes. C'était la nuit des morts vivants au Kremlin. Alors on a vu Poutine décoré chevènement, et c'est le vrai, hein, il tient debout, c'est sans trucage ni effets spéciaux, sans clou ni vis, juste un petit peu de superglue sous les talons. On a vu également un présentateur météo anglais sans tête, faut dire que depuis le Brexit outre-Manche, ils se prennent bien la tête. Drame d'Halloween toujours avec un joueur de foot sans cervelle. Mais ça c'est normal, non? Oui, mais quand même, il y en a des... Facile, ouais, mais toujours... Patrice Evra, donc, qui a été mise pied après un coup de pied donné sur un coup de tête à un casse-pied qui s'entêtait à lui dire « tu joues comme un pied », les bras m'en tombent. En même temps, il avait la grosse tête, ça lui a fait les pieds. Après les sans tête, les sans cervelle, on a vu aussi un Premier ministre français sans parti et même un président catalan sans cojones. Qui s'est foué en Belgique, qui s'est enfoué en Belgique et à Bruxelles. Et quand je dis sans cojones, bien sûr, c'est façon de parler parce que le retour en Espagne risque d'être un petit peu douloureux, justement à cet endroit-là. Hein. Si la France a un incroyable talent, l'Espagne a un incroyable catalan. Ouais, voilà, de l'audace.
Encore et toujours. Et on a appris cette semaine qu'un élève de 3e a réussi à entrer en stage à l'Élysée, au culot. Comme on dit en Espagne, el culo, il n'y a que ça de vrai. Alors, c'est vrai que sur la photo, il fait plutôt seconde que 3e. Oui, il est précoce, mais très déterminé, Emmanuel Macron. Il l'a annoncé en Conseil des ministres. Il veut que l'attribution de la Légion d'honneur soit plus sélective. Fini les décorations à l'usure et au copinage. Il a dit désormais il faudra avoir accompli un acte héroïque. Sans transition aucune, Emmanuel Macron va remettre à Édouard Philippe la Grand Croix du Mérite. Bah quoi hein? Il a quand même fait des trucs héroïques. Déjà, ça fait 6 jours qu'il mange des acras aux Antilles, où il est parti tout seul, comme un grand, avec son sac à dos, ses grandes oreilles. Et là, il y a tout qui a décollé. L'avion, les oreilles, les sondages avec. Parce qu'un Premier ministre qui part aux Caraïbes avec un sac à dos, c'est beaucoup plus rare, vous le savez, qu'un président qui rentre de Libye avec des mallettes. Je me comprends. Et tant qu'on est dans les voyages, on revient aux paradis fiscaux et au Paradise Paper, on en parlait. Voilà qu'on apprend que tous les grands de ce monde en croquent pour les Caïmans. Et Poutine, et Trump, et Trudeau, et pourquoi pas la reine d'Angleterre tant qu'on y est. Ah, elle y est aussi, elle y est aussi. Non, vraiment, là, je suis choquée, il n'y a même pas un président français. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que nous, les Français, eh bien, on s'en fout de l'argent. Hein. N'est-ce pas, monsieur Sapin? On s'en fout. On est des affectifs, nous. Hein. Nous, ce qui compte, c'est l'amour, c'est la mort, la preuve. La preuve, vous savez que pour la première fois en France, un motard s'est fait enterrer avec sa moto. Avec le truc qu'il a tué, quoi. C'est quand même, hein, c'est un peu dingue. C'est comme si Marine Le Pen se faisait inhumer avec ses fiches. Hein. Ou si François Hollande se faisait enterrer avec son casque de scooter. Bon, au moins, n'empêche qu'au moins lui, il peut rouler dans Paris, parce que lui, il s'en fout des opérations escargots. Vous savez que ça s'appelle comme ça parce que les Parisiens, enfin quand je dis les Parisiens, les Franciliens en bavent. Et là, il faut que je vous explique. Alors au départ, il y a Marcel Campion, super pote avec Anne Hidalgo, et vas-y que je t'offre de la barbe à papa, que je t'attrape la queue du Mickey, que je te soutiens pendant ta campagne, que je te fais le pan, que je te fais la roue, bref. Et soudain, patatras, c'est le divorce. La mairie de Paris ne veut plus du marché de Noël sur les Champs-Élysées, alors Campion rameute ses potes forains qui se liguent, forcément, c'est la Ligue des Campions. Et c'est là. Et c'est là qu'un... Oui, il y a du niveau. C'est là qu'un troisième protagoniste intervient, et chez les forains, quand on est 3, eh bien ça s'appelle un manège à 3. Et le voilà, le troisième protagoniste, c'est lui, le préfet de Paris, Michel Delpech. Ah, alors on connaît tous ces tubes. Mais celui qui est de circonstance, c'est celui-là, hein, c'est les divorcés. On pourra dans un premier temps laisser la roue à tes parents, le marché de Noël à ton frère. Anne a déjà fermé les quais, avec toi le périph' bloqué, pour les Franciliens la galère. Si c'est fichu entre nous, à Paris ça pue, à cause de nous. Ah oui, bien. Eh oui, finalement. Oh, ah oui. Finalement, à Paris, on est un petit peu comme cet Allemand qui a confondu une courgette avec une bombe. C'est véridique, c'est une vraie info. Et ça me fait penser d'ailleurs à ce que me disait récemment Robert, chauffeur de taxi parisien. Nous aussi, on pensait avoir voté pour une bombe et ça fait 3 ans qu'on se farcit une courgette. Voilà, bonne semaine Robert et bon courage. Merci Sandrine. Merci Monsieur Sapin d'être venu nous voir. C'est maintenant l'heure de notre focus. Ne bougez pas. Focus. Le 7 janvier 2015, le destin de la France basculait. La rédaction de Charlie Hebdo, le journal satirique, était décimée pour avoir publié des caricatures. Presque 3 ans après, Charlie Hebdo est de nouveau menacé et le parquet a ouvert une enquête avant de recevoir son ancien directeur Philippe Val. Vous voyez ses réactions. Au-delà du sérieux de ces menaces de mort, c'est une question de climat. Nous, on n'accepte pas d'être traité de cette manière-là. Il y a quand même une ligne rouge à ne pas franchir. Il faut défendre une nouvelle fois la liberté de presse, la liberté de caricaturer, la liberté d'expression. On ne peut pas, dans notre pays, impunément mettre en cause la liberté de penser, de s'exprimer et même de caricaturer.
On est quand même soutenu, mais c'est vrai que c'est pas qu'on se sent isolé, mais c'est quand même étonnant qu'après tout ce qui s'est passé en France depuis 2, 3, 4 ans, il y a encore des réactions aussi violentes. C'est que maintenant, ça s'est banalisé d'appeler au meurtre. Bonsoir, Philippe Val. C'est par ici. Bonsoir. Venez prendre place. Merci d'être là. Alors, directement, une réaction à ces nouvelles menaces, qui n'ont jamais cessé en réalité d'ailleurs. Non, elles n'ont jamais cessé. Ouais. C'est quand même étrange, non? Par exemple, après les attentats, les grands journaux, comme Le Monde, des gens comme ça, ce qui les intéressait, c'est les affaires de fric de Charlie Hebdo. Leur sécurité, les menaces, rien à foutre. Et là, la semaine dernière, quand ils ont sorti leur une, il a fallu attendre lundi, le journal sort le mercredi, pour qu'on commence à bouger le cul, pour dire « Ah, ils sont menacés ». Déjà, la moitié d'eux sont morts. Ça fait des mois que ça dure. Tout le monde s'en fout. Vous comprenez que tout le monde s'en fout. On ne veut pas voir ça. On ne veut pas regarder ce phénomène. C'est épouvantable quand même, non? On vit dans un pays où des gens sont sous protection. Moi, par exemple, depuis 11 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel pays on vit? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on laisse la démocratie partir en couille comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne veut pas regarder ces choses-là. Parce qu'il y a une vague de fondamentalisme, de radicalisation au sein de l'islam, de détestation, de haine profonde de la démocratie, de l'égalité homme-femme, une homophobie incroyable, une violence, une haine contre les policiers, contre les journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe par exemple chez les intellectuels? Chez Edgar Morin, par exemple. Ou des gens comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Rien. On ne s'intéresse pas. Vous parlez de quel pays, Philippe Val? Vous parlez d'un pays où des millions de personnes sont descendues spontanément dans la rue pour soutenir Charlie. Non. Vous parlez d'un pays dont un des quotidiens s'appelle Libération, qui a hébergé l'équipe de Charlie. Vous parlez d'un pays où les appels « Je suis Charlie » ont fédéré au-delà des clivages politiques, idéologiques. Je parle exactement de ce pays-là. Oui, Charlie n'est pas seul, et c'est heureux. Je parle exactement de ce pays-là. Je parle d'un pays... Vous parlez de quelqu'un qui faisait une chronique avec les divorcés, tout à l'heure, là, de Michel Delpech. Eh bien, c'est un pays divorcé. C'est un pays où les gens qui sont confrontés à la réalité ont peur, et c'est normal, sont inquiets, et c'est normal. Et puis, il y a un autre pays qui est une partie du monde intellectuel et médiatique qui ne comprend rien à cette affaire, mais plutôt qui ne veut rien y comprendre. Il y a un pays concerné parce qu'il vit au quotidien ce problème. Il vit la séparation des hommes et des femmes dans un pays qui a légiféré sur l'égalité des hommes et des femmes. Il vit toutes ces choses-là. Et en face, une partie de l'élite intellectuelle qui refuse de voir ça par lâcheté, par peur. Bah, vous lisez les journaux, vous lisez Les Inrecuptibles, vous lisez Le Monde, vous lisez Télérama, vous lisez La Bien-Pensance générale partout. Le Monde et Télérama sont contre Charlie, mais vraiment... Oui, Le Monde et Télérama ne sont pas pour Charlie. Vous avez lu Le Monde au lendemain des attentats? Tout le monde. Vous avez lu Le Monde au lendemain des attentats? Les articles de Raphaël Baquet? C'était une honte. Une honte. Moi, j'ai jamais digéré ces choses-là. Écoutez... je suis venu pour parler de la réalité. Je suis pas venu pour plaider pour une idéologie. Je suis pas venu pour défendre un camp contre un autre. J'ai accepté de venir ici ce matin pour parler du réel. Et le réel, c'est le silence. Le silence qui entoure la parole d'Elisabeth Badinter, de Céline Pina, des gens comme ça. Le silence qui entoure la parole des gens qui parlent du réel, de la réalité des choses. Je vous répète ma question, dans quel pays vivez-vous? Il n'y a pas un jour sans qu'il y ait un article sur le sujet, une d'hebdomadaire, un reportage télévisé. Les livres se multiplient, je suppose que vous faites particulièrement référence à l'islam radical. Les livres se multiplient à ce sujet, les reportages se multiplient, les reportages s'accumulent, les 1 sur 4, sur 6, sur 8. Je peux me permettre... Non mais vous, attendez, excusez-moi, je finis ça. Vous essayez de dramatiser la chose, bon d'accord. Je dramatise les choses. Vous avez compté les morts?
Tout le monde, mais je vous dis que la majorité... Vous les avez comptés? Bien sûr, et j'étais lié avec quelques-uns, et je suis même lié avec quelques-uns des survivants. Arrêtez de me donner des leçons, parce que... Je ne vous donne pas de leçons. Non, mais je ne vous donne aucune leçon. Je veux juste... Mais je ne suis pas contre vous, je veux pas vous emmerder, j'ai pas envie de vous contredire pour des conneries. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est qu'il y a un journal. Mais c'est pas seulement un journal, c'est des gens qui vivent dans des quartiers. C'est des juifs qui sont obligés de changer de quartier, de changer d'école, qui n'ont pas l'argent pour le faire et qui doivent demander de l'aide. C'est la réalité du terrain dont je parle. Ne me dites pas que Charlie est isolé, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a heureusement un mouvement populaire et intellectuel qui soutient le mouvement populaire est réel et je suis d'accord avec vous. Et le 11 janvier, mais il y a une chose juste que je voudrais vous faire remarquer. Je voudrais vous faire remarquer une chose. Il y a eu une campagne électorale qui a duré longtemps avec les primaires à la con et tout ça. Bon, et ça a duré longtemps. Bon, eh bien, pendant cette campagne, quel candidat a évoqué cette manifestation extraordinaire du 11 janvier? Qui a évoqué ça pour asseoir un discours? Écoutez-moi, vous avez 1000 fois raison. Le problème, c'est que vous ne parlez pas de la même chose. Non, mais attendez, si je peux me permettre, parce que je vous ai laissé longuement parler, ça m'intéressait de vous écouter tous les deux. Nolo a pas tort quand il dit le sujet est sur la table, quand il dit il n'y a jamais eu autant de livres. Je sais, je les reçois parce que je fais une chronique toutes les semaines et je pourrais faire une chronique sur l'islam toutes les semaines, avec tous les bouquins qui ressortent. Non mais il faut être honnête, il faut essayer d'être rationnel. Bon. En revanche, là où il a raison et tu ne veux pas entendre, c'est nos discussions depuis des mois, là où tu ne veux pas entendre, c'est qu'il y a deux choses qu'il dit et que je dis depuis des années, donc là je suis tout à fait d'accord avec lui. Il y a deux peuples qui sont en train d'émerger sur le territoire français. Il y a deux peuples qui n'ont de moins en moins à se dire, qui incarnent deux civilisations différentes, parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est avant tout une civilisation, sauf que c'est pas la civilisation française, et que, d'ailleurs, votre ami François Hollande dit tout en une phrase dans le fameux livre « Un président ne devrait pas dire ça », il dit à un moment « tout ça finira par une partition ». Ça, c'est le problème de fond. Et Val a raison, quand il dit qu'il n'y a plus un gosse juif dans les écoles publiques de Seine-Saint-Denis, il a raison, qu'ils partent tous dans le 17e ou le 16e, ou quand ils n'ont pas les moyens, qu'ils partent carrément en Israël. Je dis pas le bon, voilà. Donc ça, il a tout à fait raison. Quand il parle aussi des islamo-gauchistes, parce qu'il ne le dit pas comme ça, mais c'est ça la réalité, Edgar Morin et compagnie, et Plenel et compagnie, qui sont dans une stratégie de collaboration avec l'islam. C'est ça la réalité. C'est la réalité, Nolo. Et ça va la raison. Ils sont dans une stratégie de collaboration avec l'islam. Ils sont prêts à tout pardonner parce que dans leur logiciel ancien... Pas ce mot. Non, je fais exprès. La collaboration, ça veut dire quelque chose. Eh bien oui, ça veut dire quelque chose. Ouais. Dans leur logiciel ancien, l'islam, c'est la religion des pauvres et donc la gauche doit les défendre. C'est ça la logique. Et ça, Val n'a pas tort. Enfin, allez-y, monsieur Sapin, si vous voulez intervenir. Non, parce que franchement, c'est un débat. Non, mais allez-y, je vous en prie. Mais ce sur quoi je réagissais, c'est sur le mot islam. Tout ce qui est décrit est terrible et je crois que ça ne sert à rien de vouloir dire le contraire. Il faudrait s'interroger d'ailleurs sur pourquoi il y a cette explosion de haine. Certes, parce qu'elle existe et qu'elle se renforce, mais parce qu'elle a aussi des modalités de propagation. C'est toute la question des réseaux sociaux, y compris du point de vue légal. Comment est-ce qu'on lutte contre ça, si c'est possible, je dis juste un mot. Ne confondons pas l'islam avec l'islamisme. Mais c'est la même chose. Vous venez de dire islam. Non, pardon. Voilà, pardon. C'est comme si on avait confondu, et Charlie Hebdo sur ce point-là parfois montré du doigt, une sorte d'ultra-catholicisme avec le christianisme. Non, je ne confonds pas les uns les autres. Non, on ne va pas repartir là-dessus. Mais cette discussion, pour le reste, vous savez, islamisme, c'est synonyme au 19e siècle. Je voudrais, par exemple, une république, enfin une démocratie, elle se juge en fonction de sa façon de légiférer. Et bon, après, c'est la redistribution de l'impôt, bon, qu'importe. Mais en attendant, ça m'intéresse. Parce que l'histoire des réseaux sociaux, il va falloir là aussi qu'on arrête de regarder ailleurs. Ailleurs, il faut regarder les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent, c'est de la publication. C'est une grosse circulation d'argent et ça rapporte beaucoup. Et c'est de la circulation d'informations. J'ai été directeur de France Inter et directeur de Charlie Hebdo, ce qui fait 25 ans à peu près de responsabilité éditoriale. Ça veut dire que quand un collaborateur, quelqu'un avec qui je travaille, écrivait ceci ou cela qui
qui étaient passibles des tribunaux, c'est moi qui allais. Mais c'est normal. Et je bénis le ciel qu'il en soit ainsi. J'ai été 25 fois devant la 17e chambre correctionnelle. Moi aussi. Donc, j'ai gagné, j'ai perdu. Généralement, j'ai gagné. Mais j'étais devant et j'avais à répondre devant le tribunal de ce qui s'écrivait dans mon journal ou de ce qui se disait à la radio. Et je trouve ça normal. J'étais responsable. Personne choisit. Enfin, personne. Tout le monde choisit d'être directeur. C'est pas un truc qui vous tombe dessus. Bon, donc on est responsable. Ce sont des responsables de publication. Ce sont des responsables de publication. Ils doivent être traduits devant les tribunaux quand leurs réseaux font circuler des appels à la haine antisémite contre les policiers, contre des gens, contre des journalistes, contre Charlie Hebdo. Le patron de Twitter doit être devant la 17e. Contre tout le monde, monsieur Valls. Contre tout le monde, les réseaux sociaux. Alors, on ne peut pas laisser dans un état de droit. On ne peut pas laisser dans un état de droit circuler un fleuve de jungle. C'est impossible. C'est impossible. Allez-y, monsieur Savin, parce que moi je voudrais vous répondre. Il a raison, et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on étende au-delà de ce que vous vivez, c'est-à-dire la haine, l'islamisme radical, etc., qu'on l'étende. Parce que vous dites, mais c'est comme ça pour tout le monde. Mais ça, pardon, c'est comme ceux qui disent, mais je sais pas quoi, l'impôt est pas payé, donc il faut pas payer l'impôt. Ah non, mais je dis qu'il faut légiférer en général. Il faut que la législation, on a une législation, elle est ancienne sur la presse, mais il faut que l'appliquer aussi à d'autres domaines. Moi, je prends juste un exemple, pardon, c'est vous qui êtes là pour parler. Non, je prends juste un exemple. Une fois, il m'est arrivé que on est obligé de surveiller les réseaux sociaux, donc j'avais des gens comme ministre autour. Puis ils me sortent encore un truc où c'est totalement faux. Totalement diffamateur, mais totalement faux. Ils appellent le site et ils disent « Attendez, c'est faux, voilà pourquoi c'est faux. »« Ah, vous avez raison, c'est faux, c'est pas grave, j'efface. » J'efface. Ah, c'est vrai que dans un journal, vous effacez pas. Une fois que c'est sorti, j'efface. Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, vous avez effacé, mais tout est parti et ça fait le tour du monde. Donc il faut une législation qui soit adaptée à cela. Moi, j'entends bien ce que vous dites. Les Allemands le font, hein. 30 secondes. J'entends bien ce que vous dites et je comprends bien ce que vous dites. C'est pas... Je vous mets en garde. Parce que ça va être utilisé pour censurer toutes les pensées iconoclastes. Je le vois bien venir. Ça va être le truc. On va dire incitation à la haine, et l'incitation à la haine, moi je suis dedans, à chaque fois. Donc je le connais trop, ce truc. Je connais bien le code. Non mais je vous assure, je le vois venir gros comme une maison. Je pense que la liberté... Il faut s'en référer au texte et mettre les magistrats devant le texte, et si jamais ils ont... Mais les magistrats, je connais, ils interprètent comme ils veulent. Il faut prendre des bons avocats. Non, il n'y a pas d'avocats qui tiennent. Mais la loi est très précise sur l'incitation à la haine raciale. Je connais. Moi, j'ai pas l'impression d'inciter à la haine et je suis condamné à chaque fois. Donc ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas d'accord. C'est très dangereux. Il n'y a pas le choix. Il va falloir... On ne peut pas laisser exister... les Allemands, par exemple, sont actuellement en train de donner des amendes monstrueuses, énormes, de plusieurs millions d'euros à Twitter. Mais c'est liberticide, Valve. Je vous assure, c'est très autrement. Non, mais je sais, parce que moi j'empathie. Alors, vous ne voyez pas la même chose que moi, pardonnez-moi. Non, mais parce que je vois de l'autre côté. Je voudrais revenir au débat. Est-ce que c'est possible? C'est très dangereux, c'est tout ce que je veux dire. Est-ce que c'est possible de ne pas personnaliser? Non, juste avant que vous parliez de ça, vous allez parler de ça, mais vous êtes tous Charlie autour de cette table. C'est-à-dire que moi, je suis un lecteur de Charlie. Moi, depuis quelques mois, je le suis de plus en plus. Vous êtes Charlie? J'aime beaucoup, de plus en plus. Alors, à propos... Moi, je voudrais quand même vous mettre en garde sur cette histoire d'islamo-gauchisme. Moi, je prends les deux dernières unes de Charlie Hebdo. Il y en a une qui est parfaite. C'est Tariq Ramadan qui dit « Je suis le 6e pilier d'islam » parce que... drôle, en tout cas. Oui, parce que des femmes lui reprochent d'avoir utilisé la religion pour parvenir à ses fins, avec ou sans violence. Il ramasse l'information, il en fait une caricature. C'est parfait, et c'est pas l'islam qui est attaqué, c'est l'usage qu'en aurait fait... qu'en aurait fait Tariq Ramadan. En revanche, je finis ça. En revanche, là, vous voyez ce que fait... Il arrive à Charlie Hebdo de se planter, et ils se sont plantés dans la une. Quand... Sur affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas. Là, à mon avis, on sort de la caricature parce qu'on laisse entendre, à mon avis, de manière diffamatoire, que Mediapart aurait été au courant de ces supposées agressions sexuelles et ne l'aurait pas dit. Moi, je dis que... Ça, c'est inacceptable. Je suis d'accord avec vous. Contre l'islamo-gauchisme, tous les coups ne sont pas permis. Donc moi, je vous mets en garde aussi contre ça. Et ça, je trouve... que c'est complètement à côté de tous les coups ne sont pas permis, mais eux, ils se permettent tous les coups. D'accord. Oui, mais c'est pas parce qu'ils se permettent tous les coups qu'on doit se permettre tous les coups. Je suis d'accord avec l'un des deux, Eric. Je voudrais juste... Ils s'embarrassent jamais. Je voudrais dire deux choses là-dessus. Deux choses. Une chose sur la une précédente.
Les problèmes qu'on a eus quand on a publié les caricatures de Mahomet il y a 10-11 ans, c'était la question de la représentation du prophète. Il est bien évident que dans une démocratie, les citoyens qui ne sont pas musulmans n'ont pas à respecter les tabous graphiques d'une religion. Bon, ça, les choses sont claires, le tribunal l'a dit, bon, voilà. Évident. Ensuite, on avait un problème avec le prophète. Aujourd'hui, c'est pas avec le prophète, c'est avec un personnage, un individu, un homme de la société qui s'appelle Tariq Ramadan. On n'a plus le droit de dessiner Tariq Ramadan, quoi. Donc la situation, ce qui signifie que la situation en 10 ans s'est considérablement aggravée. Aggravée, c'est le signe, c'est le baromètre. C'est normal. Bon. Ensuite, sur la une l'autre une de Charlie Hebdo, si il y a deux solutions. Soit elle signifie, cette une-là, soit elle signifie, on connaît les idées. Mediapart dit, on ne connaît pas les idées, on ne connaissait pas les idées de Tariq Ramadan. Les idées, c'est-à-dire les prêches, les cours d'islamo, machin, bon. Parce que l'islamologie, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Mais bon. On connaît les idées de Tariq Ramadan, on les connaît pas parce que c'est pas vrai, parce que Plenel fait des conférences avec Ramadan, etc. Donc dans ce cas-là, la une elle est bonne. Dans ce cas-là, la une elle est bonne. Mais si elle accuse Edoui Plenel de ne pas avoir été, de faire semblant ou d'avoir été au courant de la prétendue sexualité, parce que c'est l'instruction de Tariq Ramadan, c'est dégueulasse, parce que évidemment qu'un violeur ou quelqu'un qui harcèle les femmes va pas s'en vanter, même auprès de son ami Edoui Plenel. C'est le distinguo que je viens de faire, donc je te remercie. Excusez-moi. Cette une succède à la précédente qui était sur l'affaire Ramadan, l'affaire sexuelle. On ne peut pas faire semblant d'avoir un doute, évidemment, qu'elle fait... donc il y a quelque chose qui va pas. Accuser Edoui Plenel, et Dieu sait, si j'ai aucune sympathie pour Edoui Plenel, je ne peux pas être soupçonné d'avoir la moindre sympathie pour Edoui Plenel. On est d'accord. Bon. Mais le soupçonner de ça, de couvrir la sexualité de Tariq Ramadan, ça n'est pas... on est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, mais je partage ce qui vient d'être dit. Mais partager cela, ça ne veut pas mettre en cause la liberté de l'exprimer. Voilà. On peut critiquer, heureusement, critiquer quand M. Zemmour dit des choses. Je peux être en désaccord et critiquer. Mais il y a le droit de critiquer, le droit de critiquer. Elle est polysémique, la une. Elle peut vouloir dire ça, elle peut vouloir dire ça. Dans la mesure où elle dit Plenel connaît les idées de Tariq Ramadan, là, la une a raison. Si elle dit connaît la sexualité de Tariq Ramadan, à ce moment-là, la une a tort. C'est tout. L'affaire Ramadan, c'est tout ce que c'est. L'affaire Ramadan, c'est une affaire qui est longue. C'est la une précédente. Votre œil d'homme politique, vous êtes d'accord avec François Hollande, avec Éric Zemmour et avec Philippe Val, quand ils décrivent une société qui est au bord, comme l'a repris du divorce, d'une partition? Mais le constat, c'est pour lutter contre. Pas pour s'en satisfaire ou considérer que c'est donc... Il n'a pas dit qu'il voulait s'en satisfaire. Mais il n'a pris aucune mesure. Que ce soit d'autant plus difficile que la haine est montée, qu'elle s'est affirmée, qu'elle s'est banalisée, qu'elle se banalise par les mécanismes de réseaux sociaux, c'est vrai, mais on ne doit jamais baisser les bras, surtout pas devant cela. Monsieur Sapin, c'est ce qu'on fait. Non, mais il ne faut pas baisser les bras depuis 30 ans. Mais il ne faut pas baisser les bras. Et baisser les bras, c'est pas dire il y a les bons et les mauvais. Je dis même pas ça, c'est de considérer qu'il n'y a qu'un seul peuple, pas deux peuples. Mais il n'y en a pas un seul. Il n'y a qu'un seul peuple. Et au sein de ce peuple, non, c'est pas un mythe. C'est une valeur mais parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans le peuple français. Dans ce peuple, il y a des gens qui croient dans un dieu, d'autres qui croient dans un autre dieu, d'autres qui croient en aucun dieu, et ce n'est pas ça qui les différencie à l'intérieur même de la citoyenneté. C'est pas moi qui fais la différence, monsieur Sapin. C'est des gens qui ne se sentent pas membres du peuple français et qui estiment que parce qu'ils croient à un autre peuple, ils sont d'un autre peuple et d'une autre civilisation. En France, c'est pas moi qui invente ça. C'est des discours non, il n'y a pas qu'un peuple. Vous faites le jeu de ce que vous dénoncez. Mais je fais le jeu, moi je m'en fous de cette expression faire le jeu. Moi j'essaye de voir la réalité. La réalité c'est pour la combattre, non pas pour l'accentuer. Mais on la combat pas, c'est donc pour rapprocher ce que vous appelez des deux peuples, que j'appelle moi un seul peuple avec des sensibilités. Parfois. On ne la combat pas. Exact. Mais il y a aussi du peuple français. Pardonnez-moi. Constatant pour dire donc on les sépare. Non, je pense pas. Mais c'est pas moi qui les sépare. La configuration est pas tout à fait ça. Il y a un peuple en France, et l'unité du peuple français, il est défini dans la Constitution. C'est un mythe, Val.
Non, c'est pas un mythe. Aujourd'hui, c'est un mythe. Mais la Constitution, la Constitution parle le nomme, et en le nommant, elle le fait exister. Mais à l'intérieur du peuple français, il y a toujours eu des îlots un peu extrémistes contre tout, la République, contre machin, ceci, cela. Sauf que maintenant, cet îlot. Vous avez vraiment raison, Michel Sapin, quand vous dites que croire à un Dieu, à un autre, ou ne pas croire à un Dieu, tout ça ne change rien à l'appartenance. Ne devrait rien changer. Ne change rien. Voilà. Sauf quand une religion secrète à l'intérieur d'elle-même, ce qui est le cas de l'islam, une radicalisation qui se marginalise et qui se met à détester les fondamentaux de la démocratie moderne. Et à ce moment-là... Mais c'est pas la démocratie moderne, Val. Elle se met en sécession. C'est-à-dire que c'est une autre civilisation qui s'installe. Non, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Moi, je voudrais en finir avec la pensée borgne de Zemmour. Ben oui, parce que tu bouches un œil et tu vois que la moitié de la réalité. Ceux qui contribuent à la partition que tu dénonces, ce sont ceux, comme toi, très souvent, qui passent leur temps à vouloir qu'on confonde l'islam et l'islam. Pas du tout. Ça Moi, contribue. je vois le réel. Laisse-moi finir. Ben, c'est parce que tu t'attends. Tu contribues à la partition parce que tu dis, il y a des gens qui, par nature, parce que par religion, ne font pas partie du peuple français. Vous ne pouvez pas dire, Éric, une chose. Vous pouvez difficilement dire. Vous ne pouvez pas dire que l'Inquisition, la Saint-Barthélemy, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Voilà. On ne peut pas dire ça. Merci. Le christianisme assume ses crimes. Et c'est ce qui a fait que cette religion a survécu et a continué à avoir des fidèles. Parce qu'elle a intégré dans son histoire elle a intégré ça dans son histoire. Et elle ne veut pas que ça recommence. Le christianisme ne veut pas que ça recommence. On a bien vu, Jean XXIII a mis un point final avec Vatican II. Vous dites qu'il y a deux christianismes. Non, il n'y a pas de christianisme. Il y a un seul christianisme. Il y a un christianisme qui a débattu selon la tradition, qui est une tradition juive d'ailleurs, qui est de commentaires et de changement de la loi par le commentaire, et elle a changé sa loi. Ça s'est réformé. Elle a accepté. On ne peut pas dire aujourd'hui que les attentats, que le djihad de Daesh, toutes ces choses-là sont étrangères à l'islam. C'est dans le Coran. De l'islam. Mais oui, mon cher, c'est dans le Coran. De la même façon que les crimes du christianisme sont pas étrangers au christianisme. C'est même pire. Ils ne sont pas étrangers au christianisme, mais ils ne sont même pas dans le texte. Je veux dire que on pouvait au moins prendre le texte de Jésus contre les crimes. Que les intellectuels musulmans travaillent sur la réforme du texte. Ils le font et ils sont traqués et ils vivent sous protection policière. Exactement. Mais ils sont trois. Il y a un débat. Non, ils sont plus que trois. Mais non, mais je sais l'expression. D'abord, ils débattent. Ensuite, quand il y a des élections, les islamistes gagnent toujours en terre d'islam. Et même en France. Cette unicité de l'islam ne résiste pas à l'analyse. Comment expliquez-vous que les musulmans soient les premières victimes des islamistes? Comment expliquez-vous? Ça, c'est un mantra qu'on répète 100 fois et qui est faux. Finir. Mais parce que tu dis des bêtises. Comment expliquez-vous qu'au procès C'est pas parce que tout le monde dit la même bêtise que toi, tu ne peux pas répéter. C'est difficile aujourd'hui. Non, mais parce que tu dis des Comment bêtises. se fait-il qu'au procès Merah, on trouve côte à côte sur le banc des partis civils, des musulmans et des juifs victimes de la même personne? Tout simplement parce qu'il y a au sein de l'islam, il y a au sein de l'islam une immense majorité qui fait partie tout simplement du peuple français, sans débat, sans procès, sans nuance, et qu'il y a en effet une marginalité islamiste. Tout ça est crois fondamental pour l'avenir et pour la clarté de ce débat. Que tu diras la vérité, tout cela est faux. Et qu'il faut à chaque fois qu'on peut rappeler cette distinction. Philippe, une conclusion. La conclusion, c'est qu'il faudrait que les intellectuels, pas que les intellectuels musulmans, qui le font, il y a eu un hors-série du Courrier international extraordinaire d'intellectuels qui viennent de terre d'islam. Évidemment, ce sont des gens très importants. Ils ne sont plus musulmans, ceux-là, ils sont traqués par les musulmans. Et ils sont exécutés, enfin. Être musulman, ça n'est pas une tare génétique, c'est être né quelque part. Mais à l'intérieur d'une même famille, comme l'affaire Merah, il y a une sœur qui est formidable. Enfin, bon, ça veut dire qu'il y a un choix. Il y a un choix. A endoctriné ses frères aussi. Non, mais le frère, il y a un frère, c'est un frère qui est un type normal. Ça veut dire qu'il y a des choix personnels. Il faut arrêter de dire faut arrêter la sociologie avec cette histoire. Il faut plus faire de sociologie. Il faut faire de la psychologie, mais pas la sociologie. Enfin, sur 5 ou 7 d'une fratrie, il y en a quand même 5... Oui.
Mais ce sont des choix personnels, responsables. Il n'y a pas d'excuses. Les gens prennent leurs responsabilités quand ils s'engagent dans ces histoires. Et donc, c'est ça que je voudrais dire, c'est très important. Et surtout, il faudrait quand même qu'il y ait un discours de conviction, de combat, de pas laisser s'infiltrer partout des concessions à la laïcité, des concessions à la liberté, des concessions à l'égalité homme-femme. Chez les conducteurs de bus, dans les banlieues, dans les écoles, qu'on puisse enseigner l'évolution, Darwin, partout. Mais sinon on est foutu. Notre démocratie repose sur l'enseignement de la raison. Et la raison, elle passe par Darwin. Donc il y a quelque chose de... Non mais enfin, je pense parce qu'il y a un gros problème avec Darwin. J'ai compris. Donc, pas seulement chez les musulmans, Darwin. Hein, ça c'est vrai. Oui, mais non, mais chez les intégristes. Là, tu as chez les intégristes. C'est pour ça que je dis c'est pas seulement Darwin le problème. Non, mais ça c'est vrai. Et je voudrais dire que aussi cette fracture entre ceux qui veulent voir et ceux qui veulent pas voir, ceux qui subissent et ceux qui regardent les autres subir, elle n'est pas de droite et de gauche. Elle parcourt le champ politique. C'est une fracture. Et aux socialistes, par exemple, je pense que quand Manuel Valls a dit il y a deux gauches irréconciliables, il parlait de ça, notamment. Ouais. On va pas ouvrir le débat maintenant parce que Valls... Non, je suis désolé. Valls, mais la gauche... On conclut. On peut faire un débat d'1 heure là-dessus. Hein. La conclusion, c'est qu'il faudrait quand même être plus vigilant sur ces questions. Et puis... sur les plateaux de télévision, bon, vous n'êtes pas en cause puisque vous invitez vos invitations sont pluralistes, mais quand même, généralement, on voit des propos qui sont insupportables sur les plateaux de télévision. On avait invité d'ailleurs Edoui Plenane, mais il a décliné. Moi, je serais pas venu, donc de toute façon. Non, moi, vous voyez, je débat avec lui. Vous avez tort. Moi, je débat avec lui. Pourquoi ? Parce que le temps passe et que j'ai pas le temps. Voilà. J'ai pas le temps de débattre avec Edoui Plenane. Toujours le temps de débattre de l'essentiel. Voilà. C'est ma philosophie. Non, mais j'ai pas envie, maintenant, s'il le faut, je le ferai, mais c'est une corvée, quoi. Oui, et puis, il y a un âge où les corvées, ça fait chier, quoi. Une petite conclusion rapide. Michel Sapin. Sur ce sujet-là, je crois que c'est un des sujets les plus fondamentaux. Qu'on dise que c'est pas de droite et de gauche, je crois que c'est parfaitement vrai. On en revient à la question politique fondamentale. Quand on constate quelque chose, on ne peut pas s'en satisfaire. Et on ne peut pas avoir un discours qui, au bout du compte, reconnaisse que ce constat est définitif. Tout discours qui met en garde sur la facilité, qui souligne la profondeur du débat ou la profondeur de la blessure ou la profondeur de la haine et des outils de cette haine est légitime, mais tout discours qui considérerait que, puisque c'est comme ça, c'est fichu, non. Moi, je ne peux pas l'accepter en politique. C'est bien. Sinon, moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous savez, ça nourrit ce discours sur lesquels, donc il n'y a rien à faire. Que les politiques ne servent à rien, ou le débat intellectuel ne sert à rien, ou la prise de position. Je pense que le débat intellectuel est décisif et que la décision et que la politique est décisive dans cette affaire. C'est le débat intellectuel et la politique. Qui permet à la politique. Vraiment. Et l'éducation. Non mais la politique, c'est l'éducation. Ça en fait partie. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. On se quitte en méditant la phrase de la semaine. Mais la vie est-elle une quantité, comme voudraient nous le faire croire les économistes? Qu'est-ce que la vie? Une longueur ou une intensité? Et si la vie ne se mesurait que par elle-même? Elle est signée de l'économiste iconoclaste Bernard Maris, alias Oncle Bernard, dans les colonnes de Charlie. Il est mort le 7 janvier 2015. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission qui donne du temps au débat et à la politique. Et d'ici là, restez zen sur Paris Première.